nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France. Vous avez reconnu ce magnifique générique et en compagnie toujours de Christophe Dard comme tous les matins. Alors nous allons reprendre, Christophe, notre épisode consacré aux Juifs d'Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale qui, il faut le rappeler, est alors un département français depuis l'abrogation du décret Crémieux le 7 octobre 1940 et qui faisait des Juifs des citoyens français depuis 70 ans. Eh bien, les Juifs d'Algérie sont rejetés et subissent une série de discriminations et de persécutions. Le statut des Juifs les empêche de poursuivre leur activité d'avocats, notamment de médecins ou de fonctionnaires. Un numerus clausus très sévère est également mis en place pour les enseignants et les élèves. Et la liste des mesures anti-juives est loin d'être terminée, Christophe. Et oui, exactement, puisque c'est également à cette période que va être créé ce qu'on va appeler le service de l'arianisation économique. Les entreprises et les biens qui appartiennent à des juifs sont transférés à des administrateurs non juifs chargés de les vendre. L'immense majorité des administrateurs provisoires sont des pieds noirs. Si cette politique de spoliation n'atteindra pas les objectifs fixés, eh bien de nombreux propriétaires juifs auront de nombreuses difficultés à récupérer leurs biens confisqués par la suite. Par exemple, un historien, Benjamin Stora, rapportera que son grand-père, spolié de cinéma et d'autres biens qu'il possédait dans la ville de Kenchela, ne les a jamais récupérés et mourra ruiné fin 1945. Et signalons aussi qu'en 1941, jusqu'à 15 000 juifs d'Afrique du Nord, dont la plupart sont des soldats démobilisés, sont internés dans des camps de travaux forcés algériens. Des centaines d'entre eux sont internés au camp de Bédo, dans l'Oranais, d'autres au camp de Telegma, dans le Constantinois. Des camps sont également créés à Colombéchar et Djelfa. Et des camps extrêmement durs, le plus souvent gardés par des membres de la Légion française des combattants. C'est une milice vichiste pro-nazie. Des camps qui regroupent les soldats juifs algériens des classes 1938 et 1939, mais aussi des opposants, des communistes ou des francs-maçons. Il n'y a donc pas que des juifs dans ces camps. De leur côté, une trentaine de soldats juifs français en Algérie qui avaient la nationalité française autrement que par le décret Crémieux sont purement et simplement renvoyés en France métropolitaine. Il faut préciser dans ce tour d'horizon des nombreuses discriminations pour les juifs d'Algérie à cette période qu'à l'instar par exemple de Ferhat Abbas ou encore de Messali Hadj, eh bien la majorité des dirigeants nationalistes musulmans, ceux qui joueront un rôle clé plus tard dans le cadre de l'indépendance, rejettent les mesures prises contre les juifs et le font savoir. Si les Juifs d'Algérie sont menacés par le régime de Vichy, certains choisissent la résistance. Dès septembre 1940, des groupes de résistance se forment clandestinement à Oran, mais aussi à Alger, notamment dans la salle de gymnastique Géogras. Parmi eux, un étudiant en médecine, José Aboulker, issu de l'une des plus grandes familles juives algéroises. Ah oui, effectivement, une des plus grandes familles juives algéroises, vous avez raison, qui a fourni de nombreux rabbins et médecins. L'un des ancêtres de José Aboulker a notamment été le grand rabbin d'Alger, Itzhak Aboulker, décapité en 1815, ou bien encore le docteur Moïse Aboulker, qui est l'un des premiers juifs d'Algérie française à avoir fait ses études de médecine en France. José Aboulker fonde un réseau de résistance à Alger, dont le centre est justement le domicile de son père, le professeur de médecine Henri Aboulker, en lien d'ailleurs aussi avec le cousin de José, Roger Carcassonne, qui lui a organisé un groupe de résistance du côté d'Oran. Ils vont donc entrer tout ce petit monde en relation avec un résistant, Henri d'Astier de la Vigerie, en promettant de prêter main forte lorsqu'il y aura un débarquement allié en Afrique du Nord. Des réunions clandestines sont justement organisées pour préparer le plus secrètement possible ces opérations. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942, à Alger, sous la conduite de José Aboulker, près de 400 résistants français, dont 312 juifs français déchus de leur nationalité, neutralisent pratiquement sans armes tous les centres de commandement civils et militaires et tous les points stratégiques tenus par les vichistes. Les communications sont paralysées. Et parmi ces 312 résistants juifs héroïques, eh bien Jean Daniel, qui sera le futur fondateur dans les années 60 du Nouvel Observateur. Né en 1920 à Blida, près d'Alger, dans une famille juive, son père est d'ailleurs président du consistoire local. Eh bien, il veut d'abord s'engager dans la France libre, mais c'est son ami justement, José Aboulker, qui va l'en dissuader et qui lui dit que c'est mieux de rejoindre la résistance, et c'est ce qu'il va faire. Cette opération aussi risquée que parfaitement maîtrisée permet aux Alliés débarqués en Afrique du Nord d'encercler et de s'emparer d'Alger en moins d'une journée le lendemain, le 8 novembre, dans le cadre de l'opération Torche. L'ensemble des troupes terrestres alliées sont alors placées sous la responsabilité du général Dwight Eisenhower, qui effectue alors là son véritable baptême du feu dans une opération majeure qui comprenait 107 000 hommes, 200 bâtiments de guerre et 110 navires de transport. Et j'insiste vraiment sur cette opération du 7 au 8 novembre 1942 à Alger et de ce débarquement en Afrique du Nord, puisqu'on parle toujours du débarquement allié du
6 juin 44 sur les plages de Normandie, mais en fait le premier vrai débarquement américain, on peut dire aussi, c'est l'Afrique du Nord dès 42. Mais pour les Juifs algériens, malgré l'importance de bon nombre d'entre eux dans la résistance contre le régime de Vichy et le débarquement allié, l'euphorie laisse place rapidement à la déception. Tous les fonctionnaires de Vichy, y compris les antisémites les plus acharnés, sont laissés en fonction par les Américains. Eh oui, déception, c'est en effet le maître mot, le haut commissaire pour l'Afrique du Nord, l'amiral François Darlan, qui avait été vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Pétain, eh bien, exerce toujours son autorité au nom du maréchal. D'ailleurs, lorsque Darlan sera assassiné le 24 décembre 1942 par un royaliste, 12 des principales figures de la résistance juive qui ont permis aux Alliés de s'emparer d'Alger un mois et demi plus tôt, notamment le docteur Aboulker et son fils José, sont arrêtés et envoyés au camp de détention de Laghouat dans le centre d'Algérie. Et ils vont d'ailleurs y rester 2 mois avant d'être finalement libérés. Le général Henri Giraud, qui succède à Darlan comme haut commissaire pour l'Afrique du Nord, maintient lui aussi les mesures discriminatoires contre les Juifs. Il faut dire que Giraud a nommé Marcel Péroutou comme gouverneur de l'Algérie, poste qu'il a déjà occupé, et qui n'est autre que l'homme qui a proposé à Pétain d'abroger le décret Crémieux lorsqu'il était ministre de l'Intérieur en 1940. Et oui, ce qui veut dire que ce décret Crémieux reste toujours abrogé, puisque donc le gouverneur de l'Algérie est celui qui avait justement demandé son abrogation. Du coup, le décret Crémieux va entrer quand même à nouveau en vigueur, mais qu'en mars 1943. Donc vous voyez, il y a eu du temps quand même passé depuis le débarquement en Afrique du Nord. Et d'ailleurs, ce décret, c'est assez incroyable, il est à nouveau abrogé 5 jours plus tard. Donc finalement, remise en place pour être à nouveau abrogé. Alors, il y a plusieurs thèses qui vont être avancées. La plus plausible, peut-être, ce serait que les Américains présents en Algérie ne voulaient pas créer de tensions avec les musulmans, alors qu'il est vrai que le nationalisme progresse. En fait, on peut penser quand même que c'est sans doute un peu plus compliqué que cela. Ce n'est en tout cas qu'en octobre 1943, soit presque 1 an après le débarquement des troupes alliées en Algérie, que le décret Crémieux est enfin rétabli, sous pression notamment d'un certain général de Gaulle, et oui, qui préside le comité français de libération nationale, qui inclut justement notamment le commandement en chef français civil et militaire d'Alger, que le fameux Giraud dirigeait jusque-là. Mais on sent que cela se fait quand même à contre-cœur, puisque la remise en place du décret Crémieux se fait sans promulgation d'un nouveau texte mais par un simple communiqué, preuve que la citoyenneté française des Juifs d'Algérie n'est pas encore acceptée. Oui, effectivement. D'ailleurs, ce n'est que depuis juin 1943, donc 7 mois après le débarquement allié en Afrique du Nord, que les soldats juifs internés ont pu enfin rentrer chez eux. De plus, les groupes de travailleurs israélites dans les camps de travaux forcés dont on parlait ont perduré jusqu'en avril 1943, là aussi bien après le débarquement allié. D'ailleurs, certains seront encore présents sur place dans les semaines suivantes. Et puis, il faut quand même parler aussi de l'héroïsme des résistants juifs d'Alger et d'Oran. Aujourd'hui, on n'en parle quasiment jamais. C'est un épisode totalement méconnu. Personne ne connaît José Aboulker, qui a pourtant été compagnon de la libération. On peut dire que cette récompense, d'une certaine manière, est bien le minimum pour quand même l'un des artisans, si ce n'est l'artisan de la résistance juive algérienne. Ajoutons qu'avec la déception des Juifs d'Algérie face au maintien des mesures antisémites, le mouvement sioniste, jusque-là plutôt embryonnaire, va se développer dans le pays. En tout cas, merci beaucoup Christophe pour cet épisode en 2 parties consacré à la situation des Juifs d'Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que pour finir, vous aviez quand même quelques conseils lecture. Oui, ce n'est pas ça qui manque. Les ouvrages sont effectivement nombreux sur l'histoire des Juifs d'Algérie, notamment entre l'adoption du décret Crémieux en 1870 et le début de la guerre d'Algérie en 1954. Alors bien sûr, il y a les écrits, j'en parlais, de Benjamin Stora, mais je vous conseille aussi L'année des dupes, Alger 1943 de Jacques Attali. Et puis je sais que vous aimez cela, d'ailleurs vous en avez parlé dans votre émission sur la BD, une bande dessinée, histoire dessinée des Juifs d'Algérie, de l'Antiquité à nos jours, justement, de Benjamin Stora également, et Nicolas Lescanf. Absolument, que l'on recommande évidemment sur Radio J à tous nos auditeurs. Merci beaucoup Christophe pour cet épisode et à très bientôt pour un nouveau numéro de la série L'Histoire des Juifs de France.